Bonjour, bonjour et bienvenue à cette revue mensuelle sur l'Amérique latine des deux rives. Une revue mensuelle un petit peu particulière ce mois-ci parce que les deux grandes infos du mois donc qui vient de s'écouler, du mois d'août 2025, ont été tellement importantes que nous avons fait une vidéo ou des vidéos à part. Je parle bien évidemment des menaces militaires des États-Unis contre le Venezuela et de l'élection, du premier tour de l'élection en Bolivie. Donc, pour pas re-rentrer dans le détail, je vous invite à aller voir nos précédentes vidéos sur ce sujet. Donc là, vous imaginez, le mois d'août a été tellement riche que nous avons dû extraire, on n'a pas pu attendre la revue mensuelle, il fallait en parler tout de suite vu l'urgence, en fait, l'importance de ces thèmes. Alors, néanmoins, il y a quand même il s'est passé des choses, hein, donc évidemment, alors la situation post-électorale en Bolivie, comme on pouvait s'y attendre, le gouvernement de Luis Arce est en train de négocier une transition avec les vainqueurs, on va dire, du premier tour, hein, qui sont donc beaucoup plus à droite que la proposition initiale de Luis Arce ne l'était en tout cas. Et donc, étant donné qu'il y a des accusations judiciaires de corruption contre la famille de Luis Arce, l'actuel président bolivien a remis en liberté des putschistes qui s'étaient illustrés donc durant le coup d'État de 2019, et notamment Janine Áñez, donc qui était la présidente par intérim, en fait, issue du coup d'État, et puis Luis Fernando Camacho, qui était le fer de lance de ce coup d'État, qui était en prison et qui ont été relâchés. Faut-il y voir un début de négociation pour éviter à la famille d'Arce d'aller en jugement quand le prochain gouvernement s'installera? L'avenir nous le dira. En tout cas, ces libérations jettent le doute là-dessus. Voilà. Alors, je reviens pas sur la Bolivie, comme je l'ai dit, je vous renvoie aux analyses que vous trouverez sur le site Les Deux Rives, ainsi que sur cette chaîne YouTube. En revanche, conflit territorial entre le Pérou et la Colombie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la frontière amazonienne, le Parlement péruvien, sans consulter son homologue colombien, a déclaré, a institué une nouvelle entité administrative donc à la frontière, alors que le territoire est, on va dire, pas contesté, mais en tout cas ne fait pas l'unanimité. C'est pour ça qu'il y a une commission mixte entre la Colombie et le Pérou pour traiter des différents frontaliers, justement, et normalement ce genre d'initiative se prend au sein de cette commission pour éviter des frictions. Évidemment, le Parlement péruvien n'en a pas tenu compte, ils ont unilatéralement décrété une nouvelle municipalité à la frontière, donc sur l'île de Santa Rosa, une île qui, avec l'érosion, s'est divisée en deux, donc qui, pour la partie colombienne, rend caduque les accords de Rio de Janeiro de 1929 délimitant la frontière. Il y a un autre problème aussi avec le changement climatique, c'est que l'eau qui alimente, enfin la partie de l'Amazone qui alimente la ville de Leticia en Colombie est en train de s'assécher, et donc pour partir de Leticia, il faudrait désormais partir par le territoire péruvien. Donc vous voyez, la frontière n'est pas facile, non? Il y a des changements géographiques qui s'y opèrent et qui ont donc des répercussions politiques, bien évidemment. Alors, à cette décision unilatérale du Pérou, a répondu le président Petro par un tweet, enflammant un peu la diplomatie, décrétant que cette partie était colombienne, etc. Donc il y a eu certains, on va dire, affrontements verbaux, hein, diplomatiques, les ministres péruviens faisant preuve d'un nationalisme surprenant, hein, vu que le pays a été bradé à la découpe il y a belle lurette, sont tous montés à la frontière. Alors c'était drôle parce qu'ils étaient vilipendés par la population qui les accusait de les avoir abandonnés, de les abandonner, parce que la population locale n'a pas l'habitude de voir l'État, hein, du côté péruvien. Et donc après, le président colombien a mis un peu d'eau dans son vin en disant qu'effectivement les problèmes frontaliers, surtout sur une frontière aussi complexe, devaient se résoudre en commission mixte ou alors par les peuples, parce qu'il y a aussi un troisième acteur
qui n'est autre que le Brésil. Donc c'est une triple frontière entre le Pérou, le Brésil et la Colombie. Donc il y a eu évidemment de la part de certains secteurs, on va dire, ultranationalistes. Alors on a ultranationalistes de façade, hein, encore une fois, parce que pour ce qui est de vendre les gisements, vendre les richesses du pays, ça, il n'y a personne qui défend. Mais une montée de tensions diplomatiques, militaires aussi, avec l'envoi de quelques troupes, etc. Pour l'instant, on va dire les esprits se sont calmés, se sont refroidis. Il n'empêche qu'il persiste un problème sur cette frontière, cette triple frontière, avec les changements géographiques et les changements climatiques, qui va évidemment poser problème dans le futur. Rien n'est réglé pour l'instant. Les commissions mixtes Pérou-Colombie devraient suivre. On verra dans les prochains mois ce qui sort de là. Encore qu'avec les pressions politiques de deux pays qui vont rentrer en élection au mois dans l'année 2026, je ne suis pas sûr que ça soit le moment propice pour régler ces différents frontaliers, et j'espère que ça ne sera pas approprié politiquement ou politiciennement par certains candidats des deux pays. En tout cas, une frontière à surveiller parce qu'il y a ici un différend et peut-être un casus belli dans la région. Alors, autre événement très important, c'est la tournée de Marco Rubio. Marco Rubio, c'est donc le secrétaire des États des États-Unis, ministre des Affaires étrangères, et qui entame une tournée au Mexique et en Équateur. Au menu de cette tournée, les migrants, lutte contre le narcotrafic et aussi, donc ça c'est des déclarations officielles du département d'État, contrecarrer l'influence de la Chine en Amérique latine. Alors ça c'est de manière générale. Et en Équateur, c'est encore pire, le département d'État a même précisé qu'il s'agissait que la réunion qu'il va avoir entre donc, le président Daniel Noboa et Marco Rubio, ça a pour but de contrecarrer les acteurs malveillants extracontinentaux. Les acteurs malveillants extracontinentaux, c'est-à-dire la Chine. Alors, examinons un peu ce qui va se passer dans cette tournée. Donc pour la migration, évidemment, il s'agit que les pays soit récupèrent leurs migrants, comme le Mexique, soit même récupèrent des migrants tout court. Dans le cas de l'Équateur, ça peut s'appliquer comme ça s'était appliqué dans les pays d'Amérique centrale qui sont engagés à recevoir tous les migrants que les États-Unis ne voulaient pas, peu importe leur nationalité. Pour le narcotrafic, alors, l'Équateur est le principal pays. L'Équateur est un narco-État, hein, principal pays qui a été pris par le narcotrafic ces dernières années. Une grande partie de la cocaïne produite dans Colombie, Pérou et Bolivie par des ports équatoriens de la côte pacifique, non Guayaquil, Manta, Esmeralda, etc. etc. Et évidemment, le Mexique, qui est aussi un pays de transit, de commerce, et dont plusieurs cartels ont été nommés organisations terroristes par Donald Trump. Donc, c'est évidemment, ça vont traiter. Alors, l'Équateur, comme bonne colonie des États-Unis, a reconnu l'improbable et l'inexistant cartel de Los Soles comme organisation terroriste. En fait, plusieurs pays de la région, qui sont des pays vraiment, là, pour le coup, laquais des États-Unis, donc on a l'Argentine, l'Équateur, Trinidad et Tobago, le Pérou, il y a une motion qui doit passer devant le Parlement aussi pour reconnaître, le Paraguay, le Guyana, donc tous ces pays qui n'avaient jamais entendu parler du cartel de Los Soles, qui est une invention des États-Unis pour déstabiliser le Venezuela, ont désormais reconnu dans leur propre législation ce cartel imaginaire comme étant une organisation terroriste déstabilisant leur sécurité intérieure. En réalité, on voit là les pays vraiment vassaux des États-Unis s'aligner sur leur politique étrangère. Alors, dans le cas de la Chine, et c'est ça qui nous importe, bon, pour le Mexique, il s'agit pour Marco Rubio d'éviter que des produits chinois soient débarqués au Mexique, réétiquetés comme étant Made in Mexico
et profitant des traités de libre-échange, réexporter vers les États-Unis. Donc la Chine finalement utilise le Mexique pour écouler ses produits aux États-Unis. Alors le Mexique est un pays digne. Sur ce point-là, je pense que Marco Rubio va avoir beaucoup de mal à faire accepter à la présidente Sheinbaum de faire la chasse aux produits chinois. D'autant plus, et nous le verrons, je ne vais pas empiéter sur ce qui suit, mais le Mexique, qui est un allié économique traditionnel des États-Unis, 80% des produits mexicains partent aux États-Unis, ces derniers temps, sous la pression des droits de douane de Donald Trump, c'est-à-dire des remises en cause des traités de libre-échange, mais aussi des menaces militaires contre leur propre territoire, sont en train de regarder et de jeter un œil vers le monde multipolaire. On y reviendra un peu plus tard. Donc, je ne pense pas que la présidente Sheinbaum se laisse marcher sur les pieds et laisse les États-Unis piétiner la souveraineté du Mexique sur ce thème-là. En revanche, en Équateur, c'est différent, puisque l'Équateur est une colonie des États-Unis, et qui dépend de la Chine économiquement. Ça, on en a déjà parlé depuis 6 mois. C'est-à-dire, après avoir mis au pas les gouvernements vassaux d'Amérique centrale, les États-Unis vont désormais s'en prendre aux gouvernements vassaux d'Amérique du Sud, c'est-à-dire ces pays qui sont des colonies états-uniennes au niveau politique, pour la plupart d'ailleurs occupés militairement par les États-Unis, mais dont l'économie repose sur des échanges commerciaux avec la Chine. Et là, je parle de l'Équateur, du Pérou, du Chili, de l'Argentine en partie, et peut-être demain, malheureusement, de la Bolivie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Pérou, le message a déjà été donné de désignifier l'économie péruvienne. Alors les économies n'apportent rien en contrepartie, c'est juste un ordre impérial. Et je pense que ce thème-là va être un des thèmes principaux de la discussion entre Marco Rubio et Daniel Noboa, le président équatorien. Pourquoi? Parce que le 27 juin dernier, alors que les deux rives fêtaient à Bordeaux leur 5e anniversaire, avec une conférence merveilleuse qui est en ligne désormais, le président Daniel Noboa a rencontré Xi Jinping à Beijing et signé des accords économiques. Et donc je pense que Marco Rubio va rappeler à Daniel Noboa, dont la famille est partie prenante dans le trafic de drogue international, qu'ils ont des billes et qu'ils devraient bien réfléchir avant de mettre son pays sur les rails de la Chine. Je pense qu'il va être rappelé à l'ordre. Voilà. Voilà donc pour la tournée de Marco Rubio à bien surveiller. Mais en tout cas, c'est important. Et c'est, je pense, la première d'une des nombreuses tournées qu'il va faire en Amérique du Sud dans les prochains mois, ne serait-ce que pour ordonner les pays aussi vassaux contre le Venezuela et pour éviter que la Chine ne perdure ou élargisse ses investissements dans les infrastructures et dans le commerce bilatéral avec les pays d'Amérique latine. Voilà. Alors, je continue dans la même voie avec une rencontre mais très très importante, alors dont qui n'est pas récente. Si vous nous écoutez sur les deux rives depuis quelques mois, vous savez qu'il y a eu une lente gestation dont on pourrait faire remonter au départ du président López Obrador et à l'intronisation de la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum. Et le président du Brésil, Lula, avait participé à cette transition du pouvoir au Mexique et avait lancé les bases d'une coopération entre les deux géants de l'Amérique latine, d'une coopération beaucoup plus renforcée. Pourquoi c'est un revirement exceptionnel? Parce que le Mexique, comme nous venons de le dire, est orienté depuis des décennies vers les États-Unis. Son économie est très imbriquée dans celle des États-Unis. 80% de ses exportations vont vers les États-Unis. D'ailleurs, ce qui avait fait dire à López Obrador qu'il n'était pas contre les BRICS ni le monde multipolaire, mais son économie était tellement en complémentarité avec celle des États-Unis qu'il ne pouvait pas en faire partie. Ça, c'était il y a plusieurs années. Et puis le Brésil qui est le géant de l'Amérique du Sud, mais qui regarde depuis aussi plusieurs décennies, qui regarde l'océan, au lieu de se retourner et de regarder l'Amérique du Sud, voire l'Amérique latine. Alors, un petit chiffre comme ça, la somme des échanges commerciaux du Brésil avec tous les pays de l'Amérique latine est inférieure
aux échanges commerciaux entre le Brésil et la Chine, mais aussi entre le Brésil et les États-Unis, entre le Brésil et l'Union européenne, et même entre le Brésil et les pays asiatiques hors Chine. Donc là, il paraîtrait que le Brésil se retourne lentement et regarde le continent. Comment cela a-t-il été possible? Grâce à un grand magicien qui s'appelle Donald Trump et qui, à force de menacer les pays, que ça soit politiquement, militairement ou économiquement, a fait qu'ils commencent à douter de la fiabilité de leur partenaire commercial et qu'ils commencent à regarder ailleurs. On a vu d'ailleurs récemment, pour sortir un petit peu du continent, que ça s'était passé exactement de la même façon avec l'Inde. Hein, les États-Unis ont menacé l'Inde de droits de douane complètement ahurissants, voire de pression politique. Comment a réagi le président Modi? En se rendant au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et puis a rencontré Vladimir Poutine, Xi Jinping et les leaders du monde multipolaire. Sur le continent latino-américain, c'est à peu près la même chose. Nous avons vu dans la vidéo du mois précédent que les États-Unis ont menacé le Brésil pour des thèmes qui étaient totalement brésiliens, non? C'est-à-dire des thèmes de la justice, du procès contre Bolsonaro ou de la régulation des réseaux sociaux. Le Brésil n'est pas Macron, le Brésil n'est pas von der Leyen, le Brésil est un pays digne et donc ils réagissent. Voilà, ils réagissent en se rapprochant de l'autre géant latino-américain, lui aussi menacé économiquement aussi par des droits de douane et la remise en question du traité de libre-échange qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique, mais aussi menacé militairement, puisqu'il y a tout un secteur des États-Unis qui veulent intervenir militairement contre les cartels mexicains, mais en réalité contre le territoire mexicain. Voilà, bravo Donald, excellent. Là, tu as fait quelque chose qui était pratiquement impossible, même dans les grandes heures de l'intégration latino-américaine, et je pense que ce genre de réaction va s'approfondir dans le futur. Alors, quels ont été les accords entre la délégation brésilienne au Mexique? Principalement des accords pour le secteur automobile, pour la partie mexicaine, dans le secteur de l'agriculture, pour la partie brésilienne, et dans le secteur énergétique, notamment la production conjointe de biocombustibles et l'exploration de pétrole offshore, les deux pays ayant une grosse industrie pétrolière. Voilà, ça c'est un mouvement tectonique en Amérique latine, c'est très 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 important, et évidemment, alors là, il faudra suivre ça de près. Voilà. Alors, je reviens toujours en plat de résistance, en dessert, sur le Venezuela. Alors, j'ai fait une vidéo expliquant les menaces militaires contre le Venezuela. Je voudrais juste rajouter quelques petites choses. La première, je voudrais faire une introspection dans l'histoire du Venezuela. Je rappelle que c'est le pays dont les habitants ont libéré la moitié du continent. C'est un peuple de guerriers, c'est un peuple épris de liberté et de souveraineté. C'est culturel. Je ne voudrais pas dire génétique, mais quasiment, on va dire. Mais en tout cas, c'est culturel. Laissez-moi vous lire plusieurs citations de Pablo Morillo. Pablo Morillo, c'était le gouverneur et le capitaine. Donc le Venezuela était une capitainerie. Donc la plus grande autorité du royaume espagnol au Venezuela, c'était Pablo Morillo durant les années de guerre d'indépendance. Et Pablo Morillo parle du llanero. Le llanero, c'est les hommes des plaines, les cow-boys vénézuéliens, qui déjà à l'époque étaient les troupes d'élite, qui vont se constituer comme les troupes d'élite de l'indépendance du Venezuela et du continent. Pablo Morillo, d'ailleurs, commence, puis il y a plusieurs citations, y compris à des années différentes, j'ai tout remis pour vous faire un petit texte, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Pablo Morillo décrit, alors ça c'est dans une lettre au ministre de la guerre espagnol, il décrit l'homme à cheval, où le llanero n'a besoin de rien d'autre que d'une branche d'arbre armée d'un morceau de fer, ou de macara, un bois très solide qui remplace les lances, et de son cheval qu'il manie parfaitement sans bride ni selle. Il dit, ces gens féroces et paresseux, alors il ne les a pas encore devant lui, ces gens féroces et paresseux qui,
en temps de paix, erraient en caravane à travers l'immensité des plaines, volant et pillant les troupeaux et les villages voisins, ont trouvé dans la guerre une occasion très favorable pour vivre selon leurs désirs et leur inclination. Alors ce mépris du peuple vénézuélien d'il y a 200 ans, fait par l'Empire espagnol à l'époque, ressemble assez fortement au mépris et à la méconnaissance du peuple vénézuélien actuel par l'Empire états-unien et ses porte-voix, ses porte-paroles de Marco Rubio à leurs complices locaux du Venezuela. Je continue avec des déclarations de Pablo Murillo. Ça a 200 ans. Hein, En dehors du champ de bataille, ils sont sales, désordonnés et traitent les officiers, qui ne sont en vérité pas meilleurs qu'eux, avec la même liberté qu'ils se traitent entre eux. Alors, encore une fois, le mépris, etc. Mais là, on voit quand même la façon horizontale, finalement, qu'ils avaient de s'organiser au sein des groupes armés, presque de guérilla, contre l'Empire espagnol, non? Avec cette notion de liberté qui est très ancrée dans la culture vénézuélienne. Et puis ensuite, Pablo Murillo a ces fameux llaneros en face de lui, notamment à la bataille de la Quesera del Medio, à la bataille de Semen aussi. Et donc, il envoie un message au roi en lui disant « 14 charges consécutives des llaneros sur mes bataillons épuisés m'ont fait comprendre que ces hommes n'étaient pas une poignée de lâches comme on me l'avait rapporté. » Et là, je mets une parenthèse moi, et comme je l'ai décrit auparavant, donc comme je l'ai montré, mais des troupes organisées qui pouvaient rivaliser avec les meilleurs de Sa Majesté le Roi. Et Pablo Murillo de conclure, « Sire, donnez-moi 100 llaneros et je mettrai l'Europe à vos pieds. » Voilà. C'était il y a 200 ans, il faut toujours passer par ce petit intermède historique parce que le peuple vénézuélien, fondamentalement, n'a pas vraiment changé. C'est un peuple de guerriers, c'est un peuple épris de liberté et c'est un peuple qui place la souveraineté de son territoire au-dessus de beaucoup de considérations. Donc je dis ça parce qu'une guerre contre le Venezuela, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, déstabiliserait totalement le continent. S'il s'agit de récupérer les ressources énergétiques, notamment le pétrole, ça ne va pas être si simple. Alors les États-Unis n'ont évidemment pas la prétention de remplacer Maduro. En fait, ce qu'ils veulent, c'est détruire le Venezuela et toutes les institutions de l'État pour pouvoir le morceler et lui voler ses richesses. Cela aurait un effet considérable, notamment sur les deux pays à côté, sur la Colombie de Gustavo Petro, mais aussi sur le Brésil. Et ça déstabiliserait non seulement une partie du continent, mais une partie des Caraïbes dans laquelle se trouve la France. Je vous rappelle que la France et le Venezuela ont une frontière commune. Voilà comment la France ferait face à une déstabilisation généralisée de cette partie du globe qui la concerne. Ça, évidemment, il faudrait demander à l'Élysée s'ils ont un contrôle des dommages prévus en cas de guerre. Alors, évidemment, il y a aussi le contrôle du Venezuela, mais aussi le contrôle des Caraïbes. Là, c'est quand même, je crois que c'est 8 bateaux de guerre qui sont désormais dans les Caraïbes avec un sous-marin nucléaire. C'est pas rien, et c'est pas uniquement contre le Venezuela. Effectivement, s'il y a une guerre contre le Venezuela, qui va aller combattre? Et c'est une bonne question, parce que ces bateaux peuvent apporter un soutien logistique, peut-être bombarder certains sites sensibles au Venezuela, mais j'ai vu qu'il y avait donc 4000 soldats des États-Unis sur ce déploiement, bon, trop peu pour envahir le Venezuela, et puis surtout, est-ce que Donald Trump est prêt à hypothéquer son futur politique? Je parle notamment des élections à mi-mandat, avec une guerre qui ramènerait des cadavres états-uniens en pleine période électorale. Je ne sais pas. La pègre a été utilisée pendant des années pour déstabiliser le Venezuela et comme une armée des ombres, hein, finalement, un proxy. Le Venezuela a fait beaucoup de progrès en démantelant et en mettant fin à plusieurs de ces groupes criminels. Qui va combattre des mercenaires de la région? Alors oui, ça c'est possible. Certains
ont reçu des entraînements dans des bases militaires états-uniennes en Colombie ou même au Guyana durant ces dernières années. Beaucoup de mercenaires colombiens sont en train de se faire massacrer en Ukraine par les Russes. Bon, voilà. C'est une ressource finie aussi, hein. Donc, et puis évidemment, alors les influenceurs qui excitent tout le monde, les influenceurs vénézuéliens qui excitent tout le monde depuis Madrid, Miami ou Lima, évidemment, ceux-là n'iront pas combattre, hein. Donc, il y a un véritable problème, parce que pour conquérir le Venezuela, il faut envoyer des troupes au sol. Il n'y aura pas de rébellion sans des forces armées, ça n'existera pas. Alors par contre, le déploiement maritime, qui bien évidemment est une menace à prendre très au sérieux hein, pour le Venezuela. D'ailleurs, le président Maduro a dit il y a peu que si jamais il y a un soldat étranger qui vient envahir le Venezuela dans les jours prochains, il déclarerait la République en armes et donc la militarisation de tout le pays. Évidemment, ça aura des conséquences désastreuses hein, sur tout le continent. Et puis, dans les Caraïbes aussi, parce que quand on a ce déploiement maritime, finalement, ça ressemble à un blocus, ou ça pourrait prendre la forme d'un blocus maritime contre le Venezuela, mais pas que. Mais pas que. Avec un arsenal comme ça dans les Caraïbes, ça contrôle le canal de Panama, ça contrôle la sortie des bateaux pétroliers du Venezuela, mais aussi des bateaux de commerce du Brésil. Ça contrôle le port de Kingston, qui est en Jamaïque, qui est un des principaux ports au monde, non très peu connu, mais qui est donc dans les Caraïbes. Et donc, ça pourrait être pour les États-Unis une manière de reprendre le contrôle sur les flux maritimes et commerciaux de l'Amérique du Sud, la côte atlantique de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, et puis aussi avec l'Asie, puisqu'il y a le canal de Panama juste à côté. Voilà. Donc, cette affaire n'est pas finie, à prendre très au sérieux, et puis aux apprentis impérialistes et à tous ceux qui s'excitent sur les réseaux sociaux d'une guerre contre le Venezuela, rappelez-vous des mots de Pablo Murillo, gouverneur du royaume d'Espagne dans ce qui était la province du Venezuela. À bon entendeur, salut et au mois prochain.